Voilà, c'est bon. Donc, présentation, j'agrandis le contenu. Tout le monde voit bien le contenu, il n'y a pas de souci? Oui, très bien, merci. Oui, oui, Ok. C'est Alors, parfait, merci. impeccable. Donc, le titre, hein, je ne sais pas ce qui vous a parlé plus. Est-ce que c'est la respiration, les arts martiaux, la résilience? On va voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, c'est dans le cadre du Festival de l'Apprendre, mais ça, vous le savez. Donc, je pense que je ne vais pas revenir sur ce festival. Je pense que vous avez déjà participé à quelques événements et que vous êtes concerné par la pédagogie, par tout ce qui peut nous permettre d'aider apprendre à apprendre, j'ai envie de dire, qui est la compétence ultime. Donc, on va plonger donc dans l'univers des arts martiaux et vous allez découvrir comment sauvegarder votre capital de résilience, transformer votre relation au stress pour en faire un levier de performance durable. Donc, c'est une prise de conscience, hein, que vous n'êtes pas vos réactions au stress, comme on aurait tendance à le penser, mais vous allez pouvoir les observer, les comprendre et les transformer. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc, dans le déroulé de la séance, hein, on va voir comment le système nerveux parle avant nous. Vous pourrez peut-être voir quel est votre mode de survie dominant, on va dire, les 6 erreurs qui sabotent souvent notre résilience et heureusement les 6 qualités fondamentales d'une bonne respiration qui permet de les corriger. Je vous offrirai également un mini rituel de recadrage et puis mes derniers conseils de respirologue si vous avez des questions particulières. Euh, Moi, pour vous dire, en fait, je viens évidemment des arts martiaux, je suis professeur d'arts martiaux, et donc je me suis spécialisé dans la respiration, qui est l'élément central pour pouvoir mieux gérer la pression, donc en cas de conflit évidemment dans les arts martiaux, mais aussi dans la pression quotidienne. J'ai été entrepreneur pendant plus d'une quarantaine d'années et j'avais un cabinet de courtage d'assurance et en tant que chef d'entreprise, j'avais 12 collaborateurs, donc, j'avais à gérer aussi une pression, évidemment, de la clientèle, mais aussi des collaborateurs que je devais manager. Donc, tout ça m'a permis, et grâce à la respiration, grâce à l'entraînement martial, m'a permis de bien gérer ces problématiques que j'avais à affronter tous les jours. Donc, le constat, évidemment, hein, c'est que on est de plus en plus dans la difficulté de réguler notre système nerveux. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est un peu comme retrouver la capacité euh, de de l'animal dans la nature, qui, à un moment donné, je vais prendre l'exemple de la biche, qui est capable de paître tranquillement, et puis le moment où elle voit un danger, elle va se redresser sur ses pattes, elle va être aux aguets, mais elle va pouvoir, si le danger part, revenir aussitôt dans l'état normal où elle va continuer à paître et à être tranquille. Donc, elle va être capable de faire un reset très rapidement de son système nerveux. Malheureusement, l'être humain aujourd'hui est plus capable trop de ça. Ça veut dire que vous vous engueulez avec votre voisin, avec votre conjoint dans la famille ou avec n'importe qui au boulot ou ailleurs. En fait, à un moment donné, on va ruminer, on va garder l'émotion en soi et on sera plus capable de revenir dans un état normal pour regérer la situation correctement. Donc voilà, c'est le but du jeu, c'est vraiment essayer de transformer ça de manière à ce que vous puissiez transformer le problème pour trouver des solutions. Donc le stress, évidemment, comme je le dis, a une fameuse tendance à diminuer nos capacités de décision, mais nos capacités d'agir, et donc du coup derrière nos relations. Normalement, le problème que j'évoquais tout à l'heure a à chaque fois, comme en mathématiques, sa solution. Sauf si malheureusement notre esprit est un peu obscurci. Donc du coup, derrière le risque, on ne voit pas les opportunités et derrière le problème, on ne voit pas les solutions. Donc il faut se rappeler que quand on décide bien, celui qui décide bien, ce n'est pas celui qui sait, mais c'est celui qui reste calme. Donc le but du jeu, c'est vraiment apprendre à être le plus calme possible dans toutes les situations possibles. Et pour ça, prendre conscience que nous avons souvent 3 grandes stratégies: la fuite, le combat ou le figement. Et l'idée, c'est de travailler sur une quatrième, comme nous allons le voir au fur et à mesure. Donc,
Nos réactions du système nerveux autonome, il y a, il y a trois grandes, comme je l'ai expliqué, trois grands accès avec le figement, la fuite ou le combat. Mais on va dire que la fuite et le combat, c'est un peu une suractivité. Donc, on va se mettre dans l'agitation permanente, la tête dans le guidon, dans l'agressivité, l'effort, le combat. Si c'est la fuite, en occupant son temps autrement, à travers des addictions, à travers la multi-occupation, des divertissements, pour essayer d'éviter de voir le problème. Et puis, la deuxième forme de régulation, ou grande forme de dérégulation, c'est la partie hypo, c'est-à-dire je suis dans l'apathie, la procrastination, la dépression, le manque d'envie, d'énergie, donc le figement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a finalement une autre forme qui est chaotique, c'est-à-dire que j'alterne un peu comme un yo-yo entre je suis dans l'excitation et puis derrière, eh ben, je suis dans une profonde dépression et je vais passer de l'un à l'autre en permanence. Donc, je vais vous inviter à voir dans quel mode de survie vous avez une tendance plus grande à aller. Donc, vous pouvez vous poser la question dans vos comportements sous stress, est-ce que vous avez tendance à vous fermer, vous retirer, de plus agir, ou au contraire de vous énerver, d'essayer de contrôler, de parler fort, ou alors de chercher à faire plaisir, de surcompenser, d'éviter les conflits, ou se noyer dans l'action, ou se sentir coupable, triste, inutile même, pourquoi pas, avec un besoin d'être reconnu, ou de se battre pour ça en tout cas. Voilà, essayez à travers ça peut-être de vous fixer et de voir votre réaction dominante. Donc, encore une fois, si on est dans le figement, on se bloque, on perd ses moyens, on a l'impression finalement de geler à l'intérieur de soi. Et dans la fuite, on se montre plutôt discret, on attend que ça se passe, on disparaît, mentalement, physiquement même. Ou dans le combat, c'est plutôt l'inverse. Je vais ressentir plutôt de la colère, du besoin d'agir, de s'imposer, de contrôler. Donc voilà, pensez au comportement que vous avez, la réaction quand il y a quelque chose qui vous embête. Par exemple, si je vous dis, bah, tiens, je vous invite à prendre une douche froide, quelle est votre première réaction? Vous vous dites, oh, ben non, jamais de la vie une douche froide, donc ça c'est plutôt du figement. Ou vous vous dites, ben, pourquoi pas le challenge? Alors on y va, et donc c'est plutôt le combat. Ou je verrai demain, ben, ça sera plutôt la fuite. Ou donc une quatrième voie, ça sera peut-être peser le pour et le contre, voir les avantages que ça peut apporter, les inconvénients. Voilà, de la même façon, si je vous demandais de vous présenter là de suite, est-ce que c'est facile pour vous ou vous allez vous poser un certain nombre de questions? Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à se poser. Alors attendez, j'ai mon... Ah, pourquoi il marche pas? Ah, voilà. Donc dans ce tableau d'autodiagnostic, forcément, il y a des conséquences sur ses pensées, ses émotions, ses comportements, et ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, voir de votre côté comment ça se passe dans vos sensations corporelles. Donc, dans le figement, comme je l'indique, eh ben, il y a peut-être plus de lourdeur, un corps froid, une respiration bloquée. À l'inverse, dans le combat, il y aura une respiration rapide. Ou dans la fuite, ça va être de la nervosité, du fourmillement. De même, les émotions vont changer. Vous allez avoir plutôt de la tristesse, de la honte ou de la culpabilité dans le figement. Dans le combat, ce sera plutôt de la colère, un sentiment d'injustice, de la frustration. Et dans la fuite, plus de la peur du jugement, de la nervosité, de l'anxiété. Et de même, les pensées, elles, vont évoluer. Dans le figement, ça sera plutôt je suis nul, ou je ne peux rien faire, je n'y arriverai jamais. Dans le combat, il faut que je me batte, je dois prendre le dessus. Et dans la fuite, ça va être, ben, je vais essayer de faire plaisir, je vais éviter le conflit. Si je ne dis rien, ça passera. Vous voyez? De même, il y a d'autres indicateurs qui vont donner finalement une perception du monde qui va être complètement différente suivant notre dominance. Le monde va nous paraître dangereux, donc je vais chercher à me cacher, c'est le figement. Ou au contraire, enfin, au contraire, le monde est hostile, donc il est encore plus dangereux, mais je dois réagir fort. Où le monde est incertain et je dois fuir ou essayer de m'adapter, voire me suradapter. Donc le comportement, c'est exactement ça. C'est dans la fuite, l'évitement, la suradaptation ou l'hyperactivité sociale. Dans le combat, ça va être de l'impulsivité, de l'agressivité.
Je vais rechercher le contrôle par la prise de pouvoir. Et dans le figement, eh ben, ça sera plutôt l'isolation, la perte de sens, la procrastination. Voilà, donc faites ce tableau diagnostique avec malheureusement des conséquences, évidemment, comme vous pouvez le comprendre, sur ce que ça donne sur le plan relationnel et sur le plan décisionnel, sur le plan stratégique. Si je suis dans le figement, eh ben, je vais, au niveau relationnel, avoir des difficultés. Je vais me retrouver dans les malentendus. Je vais avoir une baisse de soutien, de sentiment de soutien des autres, puisque de toute façon, je vais m'isoler. Dans la décision, ben, ça sera plutôt de l'indécision, justement. Je vais rater des opportunités, je vais être dans l'inertie. Si je suis dans le combat, au niveau rationnel, je vais chercher la dominance. Je vais couper la parole, je vais balancer des critiques. Voilà, donc derrière, forcément, il y aura des conflits, il y aura des ruptures de confiance. Et de même, dans les décisions, elles risquent d'être impulsives, peut-être des prises de risques excessives, avec des erreurs qui peuvent être coûteuses. Sur la partie de la fuite, je parle de people pleasing, c'est le syndrome de plaire. C'est donc la suradaptation. Je vais avoir une frustration accumulée. Je vais avoir l'impression d'avoir des consensus, mais ça va être des faux consensus. Donc, je ne serai pas bien. J'aurai une plus grande tendance à avoir une surcharge du coup mentale, émotionnelle. Et donc, dans les décisions, j'aurai tendance à reporter, à me déresponsabiliser. Donc, être plutôt dans le court-termisme, pas voir à long terme. Et ça serait un consensus mou donc avec une perte d'alignement. Voilà, donc c'est majeur et c'est très important de se rendre compte dans quelle tendance on est. Et le but du jeu, évidemment, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure, c'est de sortir de là. Alors, il y a une corrélation évidemment très étroite entre le stress et nos émotions. Nos émotions nous traversent normalement, hein, c'est ce que je disais à travers la biche hein, ou les animaux en général. Normalement, une émotion ne tient pas plus de 60 à 90 secondes si on ne l'alimente pas, puisque normalement, l'émotion est un signal pour agir. Mais souvent, en fait, le problème, c'est que c'est le résultat de mémoire qu'on alimente avec des réactions qu'on a déjà connues. Donc, du coup, on se retrouve avec les mêmes pensées qui les alimentent. On rumine sur les mêmes choses. Et donc, tout ça, c'est lié à notre interprétation de la situation et non de la situation elle-même. Donc, tout ça crée une spirale de stress. Donc, l'intérêt, c'est à travers la respiration, c'est de reprendre de la distance pour s'offrir des choix de réponse un peu différents. Sinon, ben, vous le comprenez bien, hein, si on ne change pas notre façon de voir les choses, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avancer là-dessus. Donc, la résilience, c'est un réservoir. Il faut en prendre conscience. Un réservoir qui s'épuise si finalement on ne l'utilise pas correctement, à travers des tensions, des résistances, des doutes, des ruminations. Tout ça, ça nous prend de l'énergie. Donc c'est un réservoir qui marche un peu comme un système bancaire. Un jour, eh ben, si à un moment donné on accumule de la dette, eh bien, il va falloir rembourser d'une manière ou d'une autre. D'où après la conséquence souvent de burn-out à cause d'une charge mentale ou de dépression dans l'autre sens, ben parce que finalement on a perdu cette capacité d'agir. Donc c'est important de se rendre compte comment ça fonctionne et donc de pouvoir avancer avec un système nerveux plus vivant. Hein. Je vous ai laissé une citation que j'aime beaucoup de Nelson Mandela. Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je ne me suis pas relevé, et où je me suis relevé, pardon. Donc c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il va se planter plein de fois, évidemment. Mais à un moment donné, il va y arriver. Il n'est pas question pour lui d'apprendre la confiance en soi. Il n'en a pas besoin. Il est forcément dirigé vers un élan. Et nous devons garder cet élan en nous. Et pour ça, ben, il faut garder et sauvegarder notre réservoir de résilience. Ça marche un peu, il faut que vous compreniez que la respiration, ça marche un peu comme l'électricité. C'est elle qui alimente notre batterie. On doit veiller, d'une part, comme l'électricité normale, à son voltage,
Donc, c'est la tension qu'on a et qui donne une quantité d'oxygène stable, et c'est son ampérage. L'ampérage, c'est l'intensité de distribution de l'oxygène qui donne, ben, comme dans les arts martiaux, on appelle le Qi en chinois, mais ça peut être le Ki au niveau du Japon ou le Prana au niveau de l'Inde. Et donc, pour alimenter tout ça, ben, nous verrons en fait qu'il y a six qualités, comme je l'ai dit au tout début, d'une bonne respiration que moi j'ai identifié à travers ma pratique des arts martiaux et que nous verrons plus loin. Donc, posez-vous la question, hein, c'est important, comment souhaitez-vous, vous, vivre? Parce que est-ce qu'on cherche à être moins dans le stress dans sa vie ou avec plus de résilience? C'est pas tout à fait la même chose. Le stress, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie. Et malheureusement, on en a effectivement de plus en plus, hein, avec des échéances, des factures à payer, des emails que l'on reçoit. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose contre ça. Donc la deuxième partie, je vous dis, c'est l'envers du décor, la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. On peut augmenter notre niveau de résilience pour accepter justement ce stress beaucoup plus facilement. Donc il y a six erreurs qui sabotent notre résilience. Heureusement d'ailleurs, ces six erreurs correspondent à six qualités que nous devons cultiver et que nous allons voir par la suite. Donc la première erreur, c'est une respiration thoracique ou ventrale aussi. Donc quand je dis ventrale, ça veut dire je gonfle mon ventre, mais du coup, la pression au niveau diaphragmatique va faire que je vais déformer ma posture puisque je vais trop respirer vers l'avant. Et une respiration thoracique, eh ben, elle sera trop haute, donc je vais trop exciter mon système nerveux. Donc j'aurai une respiration qui manquera d'ancrage. Puisque pour être ancré, c'est pas une respiration ventrale, mais une respiration abdominale qu'on doit avoir, c'est-à-dire une respiration qui prend l'ensemble de l'abdomen, y compris à la taille, comme on le verra tout à l'heure, et le dos. Donc du coup, avec un système digestif qui rentre et qui s'emboîte bien dans les hanches. C'est ce qui donne cet ancrage. C'est pas quelque chose à imaginer, c'est quelque chose à ressentir véritablement dans son corps. Donc, du coup, eh ben, si on a une respiration thoracique, on est souvent en hyperventilation. On respire trop vite, de façon superficielle, et donc on manque de capacité à avoir une respiration un peu plus longue et un peu plus ample. On a aussi un manque de régularité. Souvent, la respiration est trop chaotique. Nous allons le voir avec une mauvaise variabilité de la fréquence cardiaque, un VFC, que nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce qui donne finalement la sensation pour le système nerveux d'être en danger permanent. On a une instabilité mentale, émotionnelle, on réagit trop vite à un certain nombre de choses, des remarques, des critiques. Une autre erreur, c'est la respiration qui n'est pas assez fluide, qui réclame justement beaucoup d'efforts. Et donc, dans ce cas-là, il y a une déperdition d'énergie parce que, ben, il y a des micro-apnées, parce qu'il y a des tensions dans le corps qui fait que cette respiration ne coule pas suffisamment bien. Un autre aspect, c'est une respiration qui est trop bruyante. Alors, quelquefois, elle est buccale, elle empêche d'entendre ce qui se joue en nous. Donc, si elle est trop forte, évidemment, on ne peut pas sentir comment se nuancent nos états internes. Donc, comment mieux réagir aux situations. Et puis, souvent, elle est incomplète dans notre schéma corporel. On manque de présence, on manque d'intention chevillée au corps. Donc, c'est comprendre qu'on n'est pas taxi cérébral, parce que jusqu'à présent, finalement, on a mis le mental, on va dire, en prédominance, alors qu'en fait, il faut rester dans l'équilibre. Le mental fonctionne avec le corps. Si le corps n'est pas en adéquation avec le mental, ben, c'est là où on commence à avoir des problèmes, des maladies, un sentiment de mal-être, enfin tout ce qui va avec. D'accord? Et suite à ça, ben, souvent, en fait, je parlais de la confiance au niveau de l'enfant qui apprend à marcher et qui ne se pose pas cette question-là. Et en fait, notre manque de confiance, souvent notre manque d'énergie, qu'on pense lié à des causes extérieures, eh ben, sont souvent le reflet de nos limitations intérieures. Donc, de cette respiration qui n'est pas suffisamment régulée pour que justement, en fait, on ne se pose pas la question qu'on alimente notre capacité d'agir. Donc, je vous parlais de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça, c'est quelque chose d'important et qui est souvent sous-estimé.
c'est elle qui traduit notre capacité de résilience. Donc, que vous compreniez le fonctionnement, puisqu'on n'a pas le tableau de bord comme dans une voiture de comment nous fonctionnons, la respiration, c'est notre pédale de frein et d'accélérateur de notre véhicule. Quand j'inspire, ça va être la pédale d'accélérateur, et quand j'expire, ça va être la pédale de frein. Et la variabilité de la fréquence cardiaque, eh ben, c'est la capacité entre deux battements de cardiaque, donc d'avoir des adaptations, des micro-adaptations, comme vous voyez sur la figure de gauche, qui permettent, en cas de, comme je disais avec la biche au début, ben, en cas de danger, de pouvoir agir, mais de suite après, de pouvoir revenir avec une plus grande flexibilité dans un état normal. Donc, il faut travailler cette flexibilité en permanence. Et la respiration est un excellent moyen pour le faire, comme la cohérence cardiaque, notamment, qui est appelée comme ça justement parce qu'on se retrouve dans une bonne variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, on peut le tester, on peut le mesurer. Il y a beaucoup de tests qui permettent de faire ça. Donc, pensez que à chaque respiration, on envoie un message à notre corps. Elle reflète notre état intérieur. Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, derrière, justement, je parlais de la cohérence cardiaque. Derrière, ben, il y a souvent des erreurs de pratique euh, parce que ben, la respiration, elle est trop haute, la respiration, elle est trop rigide, elle manque de tonicité, elle est saccadée avec des arrêts, des apnées, elle est trop bruyante, trop visible ou automatique et inattentive. Donc, toutes ces erreurs font que même si on fait, ben, comme on le recommande dans la cohérence cardiaque, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ça va vous calmer, évidemment, et heureusement, mais ça ne sera pas suffisant pour avoir un état de cohérence cardiaque durable. Il faut en même temps travailler les 6 qualités que j'ai mentionnées à droite correspondantes, que nous allons voir par la suite, qui nous permet donc d'atteindre plus facilement, plus rapidement et plus durablement l'état de cohérence cardiaque. Puisque ce n'est pas une technique, malheureusement, souvent on retient ça comme une technique, je fais 5-5 ou 4-6, alors qu'en réalité, c'est vraiment un état interne qu'on est capable de mesurer à travers la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ça réclame de l'entraînement. Hein. Et donc, voilà les 6 qualités donc, que j'ai exposées tout à l'heure et qu'on va voir en détail. Je vais vous faire faire quelques exercices. Donc, une respiration doit être centrée, elle doit être ample, régulière, mobile, invisible et consciente. C'est ce qu'on va essayer de voir donc, au fur et à mesure. Par rapport à ça, je vais vous inviter du coup à vous mettre bien sur votre siège, vous tenir bien droit, pas forcément adossé complètement derrière le siège, mais plutôt en sentant comme un fil qui vous étire verticalement vers le ciel. Et puis, je vous invite juste dans un premier temps à respirer tranquillement, prendre en compte déjà votre respiration, où vous en êtes. Parce que je vous avais dit que ce serait un atelier pratique, donc il va être pratique. Donc, on va commencer par la qualité centrée. Donc, l'idée, c'est de revenir sur son axe, de ne pas partir dans tous les sens. Alors, on le dit bien, hein, d'ailleurs, se recentrer, ça aide à prendre du recul sur vos pensées automatiques. Et puis, ça permet aussi, dans le cas de la résilience, de s'aligner sur ce qui est juste pour vous et pas sur une réaction dictée par la peur. Donc, par rapport à ça, je vais vous demander de mettre les mains sur la taille de chaque côté et puis de voir si, quand vous inspirez, les mains s'écartent normalement ou pas. Donc, vous faites 3-4 respirations et vous essayez de voir si ça descend bien au niveau de la taille et pas de manière, on va dire, trop ventrale, où il n'y a que le ventre qui gonfle et puis rien sur les côtés.
Normalement, on doit sentir aussi le dos s'ouvrir. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous demander on va passer à la deuxième qualité, qui est l'amplitude, pour retrouver de l'espace intérieur. Une respiration ample, c'est une respiration qui crée une sensation de liberté, même dans une situation plus contraignante. Car pour la résilience, eh bien, plus l'espace est grand, plus le champ des solutions possibles s'élargit, évidemment. Donc, je vais vous inviter cette fois à garder une main sur le ventre et à mettre une autre sur le thorax. Et voir que quand vous inspirez, c'est la main en bas qui commence à bouger, tout en gardant la taille qui s'active, évidemment. Et ensuite, la main du haut. Et quand vous expirez, c'est la main du haut qui bouge et la main du bas après. Donc, pareil, quelques respirations. Sentir d'abord la main du bas, puis la main du haut à l'inspiration, et sentir la main du haut, puis la main du bas à l'expiration. Vous devez sentir bouger comme une vague du haut vers le bas, et ainsi de suite. Et puis pour stabiliser le système nerveux, on a besoin aussi d'une respiration régulière, stabiliser le rythme, rassurer son système nerveux. Un rythme régulier va vous permettre de ralentir la pensée automatique, de vous questionner plus calmement. Et donc, ça vous permettra, dans le cas de la résilience, de pouvoir passer à l'action avec plus de constance, plus de détermination. Donc, dans cette respiration-là, je ne vous demande pas forcément de respirer en 5-5 ou en 4-6. 4 temps inspire, aussi temps expire. Observez juste votre respiration, essayez de trouver cette régularité de manière à ce que l'inspire, l'expire, garde un certain rythme. Si c'est 3 temps inspire et 4 temps expire, ça me va très bien. Si les personnes ont plus l'habitude, elles peuvent être sur du 5-5, mais avec encore plus d'habitude, on peut être sur du 7-7 sans aucun problème. En fait, au fur et à mesure qu'on s'entraîne dans la respiration, on garde l'état de cohérence cardiaque avec une respiration de plus en plus longue, qui apaise encore plus, qui a un effet encore plus puissant sur le système nerveux. Donc, allez-y quelques instants. Et puis, doucement, on va passer à une respiration mobile. Donc, on garde les qualités qu'on a vues précédemment. On va rajouter la mobilité, la circularité dans la respiration. Donc, ce qui nous permet de ne plus rester figé dans la situation, de commencer à prendre conscience de ces cycles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une émotion, normalement, ça nous traverse, mais ça ne doit pas rester. Une pensée, pareil. Donc, c'est le but du jeu, c'est de se détacher un peu de ça, de manière à mieux rebondir, se donner le droit d'essayer, d'échouer, de recommencer. Donc, prenez en compte cette respiration comme un 8. Donc, une vague où, quand j'expire, ça descend. Il y a une légère pause comme un rebond. J'inspire tout naturellement, ça se fait de manière passive, sans jamais aller en fait dans là où vous alliez faire un effort. Donc, l'inspiration doit être douce et l'expiration, pareil. On doit rester dans la limite tout en ayant une respiration évidemment ample, hein, comme on dit vu tout à l'heure. Donc, si vous arrivez à être sur 5-5 ou 4-6 en ayant une respiration, pardon, où vous ne faites pas d'effort, vous ne forcez pas votre inspire et vous ne forcez pas votre expire, ce n'est que mieux. Donc, profitez-en.
Et puis ensuite, on va voir la cinquième qualité qui est l'invisibilité. C'est essayer de s'ouvrir à ce qui est subtil, à des ressentis plus profonds. C'est écouter au fur et à mesure de plus en plus les micro-messages de votre corps, les micro-messages aussi comme votre intuition. Et c'est ce qui va vous aider à choisir des actions plus justes. Et donc pas forcément celle qui paraît la plus visible ou la plus bruyante. Donc diminuez petit à petit votre rythme respiratoire, presque pour ne plus avoir de mouvement dans les mains, sentir que tout se passe à l'intérieur. Alors pareil, hein, si vous avez travaillé votre respiration, vous pouvez rester sur du 5-5 sans que ça se perçoive, ou sinon ben, vous serez obligé peut-être de descendre à 3-3, 4-4. Essayez de la rendre imperceptible sans que ça vous dérange, sans passer dans l'inconfort, puisque sinon, dans ces cas-là, ça créera l'effet inverse, pour de plus en plus ressentir ce qui se passe dans votre corps. Où sont les zones de tension? Parce que le but du jeu, c'est dans un premier temps de les dénicher. Donc cette partie-là sert surtout au départ à dénicher les tensions pour travailler dessus et les éliminer et au fur et à mesure augmenter la qualité de l'amplitude. Et c'est des qualités qui s'incrémentent les unes aux autres, qui s'entraident. Et puis on va arriver sur la dernière qualité qui est une respiration consciente. Donc finalement, c'est quelque part devenir de plus en plus témoin des choses, observateur plutôt que victime. C'est observer vos schémas sans vous identifier à eux. Ça vous permettra de choisir des croyances plus utiles. Et puis, du coup, de rebondir avec une pleine conscience sur le plan d'action que vous avez choisi. Donc, au fur et à mesure, essayez d'inspirer en sentant que tout votre corps se dilate, s'ouvre, en commençant peut-être par les pieds. Essayez de voir les zones où vous avez du mal à sentir en même temps le corps s'expandre. Normalement, on doit le sentir tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. Les doigts doivent fourmiller, doit sentir ses genoux, ses hanches, son dos. C'est ça la respiration consciente, hein. C'est pas je suis conscient de ma respiration, mais je suis conscient de mon corps. La respiration, là, pour le coup, n'est qu'un moyen d'activer cette sensation. Mais on a besoin de cette respiration et de l'inspiration en particulier pour l'activer, pour se sentir pleinement présent et commencer à cheminer vers une partie, comme on dit, plus spirituelle, vers plus de méditation, plus de capacité, en fait, d'introspection. Donc, on travaille à la fois l'interoception, la capacité de sentir ce qui se passe dans notre corps, mais aussi l'introspection avec la capacité de voir comment nos pensées se génèrent et comment, du coup, on peut aussi s'en détacher plus facilement. Donc, maintenant qu'on a vu ces six qualités d'une bonne respiration, on peut se poser la question comment s'entraîner au quotidien. Donc, c'est une préparation hormétique, hein, j'ai envie de dire. L'hormèse, c'est finalement mettre un peu de stress dans notre quotidien, mais du stress consenti, pas du stress qui vient de l'extérieur et qu'on subit. C'est nous, volontairement, qui mettons du stress, comme on pourrait le faire finalement dans les arts martiaux en choisissant de pratiquer les arts martiaux, de manière à petit à petit à nous familiariser avec ce stress pour mieux
le vivre, parce que finalement, on est tous à un certain niveau de stress et on a besoin de stress dans la vie. Sans stress, on ne serait pas vivant. On a besoin de trouver le niveau de stress qui soit en corrélation avec le niveau de ressources qu'on a à notre disposition. C'est comme ça qu'on arrive dans le flow, dans le sentiment de pouvoir faire les choses et on a le sentiment d'être dans notre pleine puissance. Donc la respiration va nous aider si on fait cette préparation hormétique, donc, et non pas post-stress, où on vit ça souvent comme un pansement, comme on pourrait le faire avec un thérapeute ou avec la sophrologie, où on va le voir parce qu'on a le problème et on ne sait plus comment le gérer. Donc on a besoin de ce temps-là, évidemment. Mais si on veut que la respiration devienne une compétence opérationnelle pour affronter les défis avec plus de calme et de sérénité, on doit se préparer comme un soldat avant le combat. C'est quelque chose qu'on fait en amont et c'est pas quelque chose qu'on se contente de faire après une difficulté. Donc pour ça, ben, il faut diversifier ses réponses au stress pour augmenter son agilité. C'est pas pour rien, d'ailleurs, moi, ça me rappelle quand j'ai fait l'armée à l'époque, ben, on avait des courses à la boussole. Pourquoi? Ben, parce qu'on fatiguait le physique et en même temps, il fallait garder l'esprit clair pour voir comment se diriger et pas se perdre. Donc, on mêlait un certain niveau de stress avec des pistes à trouver et en même temps un effort physique qui nous faisait baisser notre lucidité et où il fallait quand même conserver notre capacité de réflexion. Voilà. Donc, rappelez-vous, hein, on ne peut pas espérer des résultats différents à ce que l'on vit si on ne change pas certains de nos comportements. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Et pour moi, le premier pilier important, c'est travailler sur sa physiologie, donc travailler sur son système nerveux, de manière à pouvoir se sentir plus calme et plus serein au milieu de la tempête. Vous allez élargir, comme je le dis, votre éventail de réponses par rapport aux difficultés. Donc, je vous ai donné quelques options possibles hein, pour à chaque fois, lors d'une tension, essayer de voir comment changer vos options habituelles. Voilà, on peut aussi varier évidemment les rythmes, hein, alterner, comme je le préconise, entre tension, récupération, des moments de sérieux, des moments de jeu. Voilà, plus vous serez capable de rendre votre système nerveux flexible, plus vous allez vous adapter facilement donc aux difficultés et donc sans laisser des plumes, donc sans que ça génère des difficultés avec des problèmes de santé. Donc, genre de défi que vous pouvez vous faire, c'est des moments de focus, des moments de lâcher prise, des moments de respiration consciente. Voilà, ça c'est important. Et je rappelle hein, que c'est dans le silence que on peut, on peut sentir la musique plus vivante, c'est elle qui donne du poids. Comme dans le dessin, c'est le vide qui va donner le relief. Donc, c'est important d'utiliser la respiration comme une ressource qui est invisible, qu'on utilise de façon automatique, mais de la rendre un peu plus consciente régulièrement dans la journée. Donc, je vous invite évidemment à adopter la respiration, hein, vous l'avez compris, comme un multiplicateur de diversité, de capacité de réponse. Voilà, parce que vous allez entraîner effectivement votre robustesse et donc votre résilience pour pouvoir affronter les défis du quotidien. Vous allez ralentir votre réaction automatique, vous allez finalement créer un espace qui va vous permettre d'ouvrir un peu le champ des possibles. Donc, je rappelle évidemment une méthode que j'ai mis en place qui s'appelle la méthode karmique. Pourquoi karmique? Parce qu'elle regroupe les six qualités que nous avons vues ensemble, hein, centrée, ample, régulière, mobile, invisible et consciente. Donc, j'espère que vous l'avez compris, la respiration, c'est un levier pour ne pas rester bloqué dans une seule réponse au monde, comme on a tendance à le faire avec une dominance. Le souffle, c'est la clé qui relie toutes les fonctions vitales. L'énergie, le stress, la clarté mentale, donc une capacité cognitive plus libre, mais aussi un poids sur le sommeil, la récupération. Et on le voit, hein, notre corps, lui, est constamment attaqué, ne serait-ce que par de mauvaises postures assises. Nous avons de nombreuses sources de stress avec de la lumière artificielle, avec une mauvaise alimentation, avec de la pollution constante.
Donc, il faut prendre soin de sa respiration. C'est elle qui va permettre de remettre le corps en équilibre. Donc, il faut franchement essayer de prendre la respiration plus comme un outil de dernière minute, hein. Ce n'est pas un outil, c'est vraiment une ressource stratégique, une compétence d'adaptation face au chaos, malheureusement, qu'on peut voir autour de nous. Et donc, il faut apprendre à respirer en toutes circonstances et surtout, même dans l'adversité. Voilà, donc franchement, la respiration, c'est notre meilleur allié pour un meilleur recul sur soi. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la croisée des deux mondes entre l'interoception, le questionnement sur nos ressentis, nos émotions, mais la métacognition, donc la capacité de questionner nos propres pensées. Donc c'est important de voir ces éléments-là. Et on a trois effets, hein, trois dimensions sur la respiration. Il y a une partie biochimique, donc avec le côté hormonal, le côté immunitaire, mais il y a un côté aussi biomécanique, avec les tensions musculaires, les douleurs qu'on peut vivre, et la partie mentale émotionnelle, c'est les psychophysiologiques, donc avec la bande passante cognitive et puis notre état nerveux global. Donc on va vivre, alors déjà pour résumer un peu par rapport à tout ce qu'on a vu, mini rituel dont je vous parlais, qui doit toujours se comporter en trois temps finalement. Trois temps où je vous ai invité à respirer de manière à recadrer et rebondir. Et respirer, c'est vous recentrer, c'est clarifier la situation pour mieux choisir, c'est pour retrouver une réponse plus juste. D'accord? Donc, je vais vous inviter à faire un petit exercice encore de respiration par rapport à ça, ce que j'ai appelé la danse entre attention focalisée et attention ouverte. Donc, attention focalisée, mais souvent, c'est l'effet tunnel. C'est quand on voit un danger, on ne voit plus que lui, on voit rien d'autre. Et attention ouverte, c'est plutôt une forme de vigilance, mais une vigilance avec un esprit d'ouverture, un esprit d'accueil. Donc, on va faire ce que j'appelle le scan en entonnoir, où on va alterner d'une attention large, étroite, et large à nouveau, et ainsi de suite. Donc, on va faire ça pendant 2, 3 minutes. On a encore un peu le temps. Donc, je vous invite à nouveau à vous asseoir correctement sur votre siège, à fermer les yeux ou pas, suivant comment vous avez envie de l'appréhender. Et comme on a terminé avec les 6 qualités tout à l'heure, portez votre attention à l'ensemble de votre corps dans l'espace. Ressentez la forme générale de votre présence, la manière de vous sentir, sans chercher quoi que ce soit. Voilà, essayez de sentir l'air autour, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Élargissez votre champ de conscience. Essayez de vous connecter pour les plus habitués à sentir le sol dans sa largeur, sentir le ciel, peut-être même pour certains sentir toute la planète, même le cosmos, l'univers. On peut aller très loin dans une attention ouverte. Essayez d'élargir, de vous expandre au maximum, comme si vous étiez connecté au tout. Et puis maintenant, concentrez-vous uniquement sur la sensation de votre nez. Ressentez l'air qui entre et qui sort. Essayez de voir où il rentre précisément. Est-ce que c'est égal entre la narine droite et la narine gauche? Comment l'air se diffuse dans le nez?
Sentez l'air peut-être plutôt frais quand il rentre et plus chaud quand il sort. Et puis reportez à nouveau votre attention à l'ensemble du corps dans l'espace. Reprenez une forme plus élargie. Essayez de vous connecter à tout ce qu'il y a autour de vous, même plus loin si vous le pouvez. Et puis à nouveau, repartez sur votre orteil droit. Concentrez-vous sur votre orteil droit. Inspirez dans cette zone, expirez dans cette zone. Voyez si c'est difficile ou pas. Combien de temps vous pouvez rester sur cette zone. Pour ceux qui ont du mal, essayez peut-être avec la main droite, ça sera peut-être plus facile. Et puis revenez à nouveau à l'ensemble du corps. Et à nouveau, connectez-vous à l'extérieur, à tout ce qui vous entoure. Prenez le maximum d'espace. Activez cette sensation dans l'inspiration et essayez de la maintenir dans l'expiration. Et puis une dernière fois, revenez sur votre orteil gauche cette fois-ci, ou sur la main gauche si c'est difficile d'aller jusqu'au pied. Vous voyez comment votre conscience peut se diriger. Si c'est plus ou moins facile, s'il vous faut plusieurs temps pour arriver à venir dans un autre endroit. Voilà, et puis vous allez respirer normalement, parce que le temps avance. L'idée, hein, c'est de ce genre d'exercice comme je présente, c'est d'entraîner sa plasticité attentionnelle et pouvoir basculer consciemment entre moments de focus, comme on peut avoir à un moment donné dans son travail, hein, où on a besoin de se concentrer sur un dossier, par exemple, et une présence plus diffuse. Si je suis un peu plus en voiture dans la rue, je dois essayer d'avoir une attention plus large de ce qui se passe pour, à un moment donné, pouvoir mieux interagir avec ce qu'il y a autour. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Donc mes derniers conseils, hein, c'est que vous compreniez bien, l'idée c'est de changer de notre mode de lutte à de l'épanouissement, de la plénitude, sentiment de sérénité. Et ça passe par un entraînement quotidien, puisque la résilience, c'est vraiment comme un muscle.
et qui doit se renforcer à l'usage. Mais avec plein de bénéfices, comme je vous ai listé ici, hein. Ça va vous permettre effectivement d'améliorer beaucoup de choses sur votre énergie, sur votre anxiété, sur les tensions que vous pouvez vivre, la manière d'aiguiser votre concentration, l'aptitude à ne pas vous laisser distraire, hein, puisque on est dans un monde de guerre attentionnelle, j'ai envie de dire. Donc, chacun essaye de capter votre attention à travers des milliers de mails, des milliers de sollicitations. Donc, c'est pas toujours facile de prendre la distance et de se recentrer. Donc, il faut bien s'entraîner à travers tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous puissiez goûter ces effets, parce que franchement, ça peut vous changer pour longtemps. Imaginez effectivement ce que ça changerait pour vous si vous aviez moins de stress, si vous aviez moins d'effets désagréables de vos émotions, comment finalement vous pourriez mener vos projets différemment et puis quel type de relation vous pourriez bâtir. Ça serait honnêtement un monde beaucoup plus sympa. Et je terminerai par vous proposer des ressources, si ça vous intéresse, des ressources que vous trouverez sur mon site, donc www.kaizenitude.fr/challenge au pluriel. Des ressources gratuites, hein, où vous retrouverez donc même une conférence que j'ai faite sur les 6 qualités d'une respiration, comme on vient de le voir là. Mais vous obtiendrez en plus un guide sur le rituel que j'ai appelé rituel des 3 temps, comme on vient de le faire aussi en partie. Donc, ancrer, clarifier, projeter, et puis se rappeler à chaque fois que vous avez un défi, une difficulté, de revenir sur ces 3 temps. Voilà, donc on va passer aux questions-réponses si vous en avez par rapport à ce qu'on a vu. Donc, je vous invite à... Alors, je regarde les messages. Pouvez-vous nous redonner votre lien Internet? Oui. Alors, www.kaizenitude.fr/challenge. Paf. Mais merci pour le message. Est-ce que quelques personnes ont des questions Excusez-moi, mais ou, je n'arrive pas à le voir, le lien. Je ne sais le pas où est-ce. lien? Alors, il faut aller en bas à droite et vous avez Oui, une partie qui s'appelle Live Chat. Vous le voyez? oui, oui, j'y suis. Voilà. Et donc, normalement, vous devez avoir table centrale et là, il y a les messages. Non, j'ai rien. Ah, bizarre. Alors, par contre, de toute manière, vous l'avez là sur l'écran. Vous le voyez? Non, je le vois pas. Vous voyez pas mon écran? Je vois votre écran, mais je vois pas le lien. Vous 3W. voyez pas en dessous kaizenitude.fr? Non. Là, on est bien sur le slide de questions-réponses, on est d'accord. Non, on est sur le slide du conseil d'un respirologue. Ah, vous n'avez pas le... D'accord, ok, pardon. Ben, c'est bizarre. Alors, attendez. Et c'est pour tout le monde pareil? Parce que moi, je vois... Non, on a questions et réponses. Ouais, c'est ça. Ah, alors, c'est Pareil. bizarre. Pareil? Bon, ben alors, je sais pas, mais dans le replay, de toute façon, vous le retrouverez. Sinon, voilà, hein, kaizenitude.fr, donc kaizenitude.fr/challenge au pluriel. Voilà, tout simplement. Et puis sinon, de toute façon, vous pouvez m'écrire éventuellement. Je peux vous donner mon adresse mail. C'est le dojo, dojo 33 @gmail.com. Si vous voulez me contacter pour une raison X ou Y, ça sera avec grand plaisir. Je Est-ce que vous vous avez remercie. des questions avant qu'on en termine? Merci bien. Ou j'ai été parfaitement clair? Est-ce que vous avez une préconisation de durée quotidienne Oui, ben, un peu comme se brosser les dents. Donc, moi, j'invite tous ceux que j'accompagne à prendre 10 minutes d'exercice de respiration pour s'entraîner et pour muscler son système nerveux, donc son réservoir de résilience. Mais on n'est pas obligé de faire 10 minutes d'un coup, on peut faire
10 fois 1 minute. Mais le tout, c'est de s'entraîner. Parce qu'on prend l'habitude. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme le corps, il aime ça, ben, à un moment donné, ça devient chouette de faire ça. C'est un peu contraignant au début parce que ben, le mental est en train de dire ben non, tu as autre chose à faire et c'est mieux. Mais en réalité, les bénéfices sont tels qu'à un moment donné, le corps le réclame. Il préfère largement ça qu'autre chose. Voilà. D'autres questions? Mais s'il n'y en a pas, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et tous. Et puis, je vous dis au plaisir de vous voir ou revoir. Je me permettrai peut-être de vous envoyer des mails déjà pour le replay et pour d'autres éléments. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez approfondir la question. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.